studio Léo Laporte, je suis Hugo Martin en compagnie de notre recherchiste Sandrine Raymond pour un nouvel épisode de Questions de preuve, un balado sur le droit et la justice par et pour les juristes dont les objectifs sont de faire avancer la pratique du droit et de favoriser l'accès à la justice. N'oubliez pas que certains de nos épisodes sont approuvés à titre de formation professionnelle continue. Les détails dans la section Questions de preuve du site rivercastmedia.com. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui touche spécifiquement la protection du public, la problématique des faux avocats. Sandrine, bonjour, merci d'être avec nous. Peux-tu nous parler un petit peu du sujet du jour? Bonjour Hugo. Le faux avocat, c'est une personne, donc le titre le dit, qui prétend être avocat ou conseiller juridique ou encore qui s'identifie comme maître sans être inscrit au barreau du Québec. Cette personne fait donc de la pratique illégale du droit. La sensibilisation à l'exercice illégal de la profession d'avocat est une question de protection du public. Puis, comme on le sait, le barreau du Québec est un ordre professionnel et les ordres professionnels ont le devoir de protéger le public. Le barreau juge important de rappeler à la population les avantages de faire affaire avec un avocat et de les alerter sur les dangers des faux avocats qui prétendent, notamment, donner des avis juridiques. Et ça, c'est un sujet qu'on parle de plus en plus dans l'actualité. Surtout, on entend beaucoup dans le domaine de l'immigration. Et toi, Sandrine, c'est toi qui avais attiré mon attention là-dessus en m'envoyant certains articles de journaux, notamment du Devoir. Et évidemment, on a dit on va faire un épisode là-dessus et on va essayer de trouver la meilleure personne possible pour venir nous en parler. Qui est-ce que tu nous as déniché, Sandrine? Dans l'épisode de Questions de preuve d'aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir Maître Caroline Larouche, bâtonnière du barreau de Montréal. Maître Larouche est la 159e personne à assumer ce rôle et la première procureure de la Couronne à le faire. Elle est une ardente défenseur de la justice et s'est engagée à renforcer la confiance du public dans le système judiciaire. Maître Larouche, bienvenue à Questions de preuve. Bonjour Sandrine, bonjour Hugo, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Caroline, c'est vraiment un privilège de t'accueillir parmi nous. Puis j'aimerais commencer par discuter de ton parcours. Tu as une formation assez diversifiée en droit et à ma surprise en biologie moléculaire. Tu as été au DPCP, Sandrine l'a dit dans ton intro. Parle-nous un petit peu de ton parcours professionnel. J'arrivais avec un bagage en sciences de la nature, donc collégial, et j'adorais les sciences. Le droit était un plan B, donc le plan A était d'être médecin vétérinaire. Ah, quand même. Donc, on a dû se rabattre sur le plan B pour des questions de notes, notamment, et de contingence. Et donc, j'ai étudié à Sherbrooke. Sherbrooke offrait la possibilité de mélanger les deux. Et donc, je suis la 2e année du programme. Et là, ça a changé de nom, mais à l'époque, c'était droit et biotechnologie, donc un baccalauréat en droit jumelé à une maîtrise en biologie moléculaire et droit. Et je suis tombée en amour avec les brevets pharmaceutiques. Et donc, j'ai orienté mes recherches de maîtrise sur le sujet des médicaments impliquant la nanotechnologie et la brevetabilité de ce type de médicaments-là. Et un stage en responsabilité médicale. Par la suite, on ne peut empêcher un cœur d'aimer, Hugo. Donc, je me suis dirigée vers le palais de justice et les salles de cours. Puisque j'avais un environnement familial qui m'avait permis de connaître ça dans ma jeunesse. Et donc, procureur général du Québec et par la suite, malgré la lutte contre mon cœur du droit criminel, je suis atterrie en droit criminel au DPCP en 2017 et donc j'y suis comme procureur de la Couronne depuis 8 ans et très heureuse par ailleurs. OK, donc formation diversifiée, mais aussi parcours assez varié quand même. Oui. Et j'en suis fière. Je pense que ça amène une certaine maturité ou une approche problème différente qu'un parcours qui est linéaire, mais qui est tout aussi bon par ailleurs. Non, tu as raison. J'ai pas vraiment pensé à ça, réfléchi à ça dans le passé, mais moi, mon parcours est en effet très linéaire. Mais dans ce parcours linéaire-là, ça n'empêche pas que j'ai des curiosités multiples. Je pourrais pas dire que sont en biologie moléculaire, cependant. Mais le DPCP, puis Sandrine nous l'a dit, tu es la première femme qui occupe le poste de bâtonnière, qui a aussi été au DPCP, ce qui est assez surprenant, parce qu'il y a beaucoup d'avocats quand même à la direction des poursuites criminelles et pénales.
Puis comment tu fais le move? C'est quoi tes motivations pour te présenter comme bâtonnière et vouloir devenir bâtonnière? Je suis la première à Montréal. Il y a d'autres procureurs avant moi qui ont occupé dans d'autres sections, donc d'autres régions du Québec. Et au moment où on se parle, je partage la table de bâtonnière là, avec 3 de mes collègues, Barreau de Yamaska, Outaouais, moi et Laurentide-Lanaudière, sont tous des bâtonnières qui sont à l'emploi du DPCP. Et ce qui m'a, moi, amené à être bâtonnière, c'était dans la lignée de mon parcours d'implication là, dans tout ce qui est association proche du barreau et même du jeune barreau que j'ai présidé en 2015-2016. Mais je voulais refléter le travail des intervenants de première ligne. Là, c'est pas, le terme vient pas de moi, mais je fais un peu le parallèle avec ce qu'on voit en médecine, qui travaillent au palais tous les jours, avec très peu de moyens, une tonne de dossiers, une clientèle issue qui est pour le moins vulnérable et qui est le reflet souvent de certains programmes sociaux, hein, parce qu'on est maintenant, on le voit, la toxicomanie, l'itinérance, la santé mentale. On n'est pas toujours formé comme on est juriste pour faire face à ces problèmes-là. Et malheureusement, on le voit tous les jours. Et je voulais être la voix de ces gens-là, mais je trouvais aussi que pour le vivre et le côtoyer au quotidien, j'avais un certain apport à faire au niveau de la protection du public et d'où notamment la pratique illégale, là, qui est le sujet d'intérêt aujourd'hui. Bien, super intéressant. Merci pour la précision que tu as d'autres collègues femmes au DPCP qui occupent le poste de bâtonnière dans d'autres districts. Et aussi, ce qui est intéressant de ton... Puis je pourrais dire le cercle, le 360 au complet, quand tu parles du DPCP au niveau de l'aide aux victimes et maintenant de la protection du public. Et on a vu aussi, parce que bon, ton CV aurait été un petit peu trop long à réciter au long, mais dans l'épisode, mais on voit aussi ton implication là, quand même multiple là, au niveau du barreau, dans des associations et tout ça. Puis évidemment, ben c'est tout en ton honneur. Et ben oui, on va parler de la pratique illégale de protection, la notion de faux avocats, mais parle-nous aussi peut-être rapidement, priorité et objectif de ton mandat. C'était vraiment de mettre la lumière sur les intervenants de première ligne d'abord, évidemment apporter un aspect de droit criminel, ce qui est rare au sein du barreau de Montréal parce que je suis la première procureure à la couronne, mais je suis seulement la 3e criminaliste, donc il y a eu 2 avocats de la défense avant moi. Et je dois dire que on fait criminaliste un sacré travail. Là. Je me gêne pas pour le dire. Je vais faire preuve de chauvinisme. Je vais le dire avec fierté parce que on se promène avec nos dossiers papier, nos paniers d'épicerie. C'est pas très chic, mais on le fait avec cœur et dans le volume, sous les lumières des projecteurs médiatiques, parce qu'on se fait, on est toujours un peu, puis c'est correct là, parce que c'est ce que la population veut également savoir, mais on fait un bon travail, défense comme couronne, et moi, c'était d'apporter ça, puis je vais le dire, on a un bon système de justice au Québec et au Canada, un des meilleurs, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le juge Wagner qui est juge en chef du Canada, sinon le meilleur au monde, et c'est bien de le critiquer, c'est bien je le fais tous les jours, mais de le critiquer et de réfléchir à des solutions, et donc, mais on se doit d'un fois se poser parfois et de se rappeler qu'on a vraiment un bon système de justice au Québec et au Canada. Et ça je jugeais important de le faire comme bâtonnière pour y participer tous les jours. C'est intéressant, c'était très important en effet. On parle aussi du 175e anniversaire du barreau de Montréal. C'était le 30 mai au fait, donc on a eu l'occasion de le célébrer. 175 ans d'histoire et vous devez savoir qu'il y a des noms qui ressortent là, comme Louis-Hippolyte Lafontaine, Monk, monsieur, c'est incroyable, McCord. Donc, on est allé piger là-dedans. Donc, Annie McDonald-Langstaff, qui sont les premières étudiantes de McGill à revendiquer l'accession des femmes à la profession. Donc, ça nous a fait réaliser que le barreau de Montréal, tout comme le barreau du Québec par ailleurs, est né de grandes revendications, que ce soit le Parti patriote au départ, ensuite les femmes, ensuite les avocats de confession juive. Et donc, ça a été superbe de réaliser ça. Puis des fois, c'est dans l'histoire qu'on réorganise nos flûtes
pour se tracer une vision et établir un plan stratégique. Dis-moi, Caroline, je suis super curieux. Une journée de ton quotidien, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à beaucoup de courriels, beaucoup d'appels, éteindre quelques petits feux, me promener entre mon bureau et les salles de cours parce que mon bureau principal est encore au palais de justice. Okay. Le DPCP a fait preuve beaucoup de compréhension à mon endroit. Je remercie l'employeur, mais je suis souvent quand même pas très loin, là, soit de mon bureau, soit de mon téléphone. Et donc, c'est de parler soit à ma directrice générale ou à des enquêteurs. C'est assez varié. Merci pour toutes ces informations, puis aussi un peu pour la description de votre quotidien qui semble être rempli de petites embûches et de petits défis, mais très passionnant. Donc, le rôle du barreau de Montréal dans l'ensemble des barreaux et au barreau du Québec est important. Vous en avez fait mention et c'est clair, c'est indéniable. La section de Montréal compte plus ou moins 17 000 membres. Pouvez-vous nous en parler? Oui. Donc, tous les membres de Montréal sont des membres du barreau du Québec. Le barreau du Québec est l'ordre professionnel. Dans cet ordre professionnel-là, il y a 15 sections pour les régions administratives, dont la région de Montréal. Donc, moi, je représente les avocats qui pratiquent sur l'île de Montréal. Montérégie a un barreau, le barreau de Longueuil, Laval a un barreau, donc Québec, la ville de Québec a un barreau, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Abitibi, Côte-Nord, Gaspésie, de la Madeleine, j'en passe. Mais donc, on est l'une des 15 sections de l'ordre professionnel, d'où le fait que notre mission première est celle de l'ordre professionnel, qui est la protection du public. Donc, tous les membres de Montréal sont membres du barreau du Québec, mais pas tous les membres du barreau du Québec, dis-je, sont membres de la section de Montréal. Mais nous, on a sous notre chapeau de section de Montréal 17 000 des 30 000 membres du barreau du Québec. Donc, on est la section pas principale, je dirais pas ça comme ça parce que je veux pas du tout insulter ou être péjorative avec ou le être plus de membres. Montréaliste, mais avec le plus de membres, ouais. Et le rôle du barreau de Montréal versus le barreau du Québec, là, moi aussi, je déteste parler comme ça, mais le poids du barreau de Montréal est quand même important au sein du barreau du Québec. Bien, on a une voix qui est importante parce qu'on a la force du nombre. Puis vous devez savoir que on a quand même au barreau de Montréal l'avantage que certains de mes collègues bâtonnières n'ont pas. Moi, j'ai le bénéfice d'avoir qui m'entoure une direction générale, donc une permanence qui compte 21 à 22 employés. Plusieurs sections n'ont même pas de directrice générale et donc il revient au bâtonnier de faire toutes les tâches, qu'elles soient administratives ou plus d'orientation stratégique. Et donc, c'est un avantage que j'ai. Je vous dirais la distinction est qu'on n'a pas de juridiction, le barreau de Montréal, sur les plaintes ou le disciplinaire qui touche nos membres. Ça, c'est tout ce qui est syndic, ça appartient au barreau du Québec, bien que le syndic soit une entité indépendante, mais c'est sous le chapeau du barreau du Québec. Le barreau de Montréal, on va par contre faire un lien de proximité avec les membres que le barreau du Québec faisait à l'époque ou qu'il ne fait plus, qui ont délégué aux sections. Par exemple, tout ce qui est comité de liaison avec la magistrature, il appartient au barreau de Montréal ou aux autres barreaux de s'occuper notamment de cette partie-là. Et on va traiter, chose qui distingue Montréal de toutes les autres régions, c'est que nous, on s'occupe des plaintes pas qui touchent les membres du barreau du Québec ou les membres du barreau de Montréal, mais qui touchent des non-membres. Donc, les faux avocats dont tu nous parlais tout à l'heure, Sandrine. Et ça, on est la seule section qui s'occupe encore de traiter des affaires pénales et donc qui poursuit au pénal les faux avocats. Merci de nous faire la transition si facilement que ça, Caroline. Donc, plus spécifiquement, la lutte aux faux avocats, c'est pas une invention là, pour mousser une campagne marketing du barreau ou pour en faire un épisode de balado. Là, c'est un concept qui est tiré de la loi sur le barreau. Donc, il y a une raison pour laquelle il y a une lutte aux faux avocats. Sandrine, toi qui as tout récemment annoté ta loi sur le barreau, est-ce que tu pourrais nous faire part un petit peu ou nous lire les articles 132 et 133? Oui, donc l'article 132
Nonobstant toute loi contraire et sans restreindre la portée de la présente loi, quiconque exerce la profession d'avocat sans être inscrit au tableau commet une infraction et est passible des peines prévues à l'article 188 du Code des professions. Et ensuite, l'article 133 exerce illégalement la profession d'avocat au sens de l'article 132 et dans chacun des cas suivants, toute personne autre qu'un membre du barreau qui usurpe les fonctions d'avocat, en fait ou prétend en faire les actes, agit de manière à donner lieu de croire qu'elle est autorisée à remplir les fonctions d'avocat ou en faire les actes. Et ça, c'est l'article 128 de la loi sur le barreau qui indique justement les actes qui sont réservés aux avocats, dont certains sont communs avec les notaires. Et parmi ceux aussi, on compte donner des consultations et des avis d'ordre juridique, les notaires également, préparer et rédiger des documents destinés à servir dans une affaire devant les tribunaux. Les notaires également, mais dans les affaires non contentieuses. On a aussi plaidé ou agir devant un tribunal, sauf les affaires non contentieuses. C'est vraiment l'acte numéro 1 là, qui est réservé aux avocats. Procéder à l'incorporation d'une personne morale, chers collègues, si jamais vous ne le saviez pas, les comptables ne peuvent pas faire ça. Faire la perception, réclamer avec frais ou suggérer que des procédures judiciaires soient intentées, ce sont des actes qui sont réservés aux avocats. Caroline, qu'est-ce qu'on doit savoir de la problématique des faux avocats dans un contexte là, de protection du public et le rôle du barreau de Montréal là-dedans? Bien, vous devez savoir plein de choses. D'abord, que c'est un fléau. Donc, c'est pas anodin là, comme sujet ou comme problème. À Montréal, moi, j'en ai vu de toutes sortes, que ce soit des noms de bureaux d'avocats plaquant en or dehors, là. Ah, ben ça, j'adore. Où j'ai même vu des faux avocats assister à la rentrée judiciaire. Fait qu'il y en a là, qui ont vraiment, qui sont en plein dedans, là. Et donc, c'est un fléau. Si on a cité la rentrée judiciaire, c'est pour les réseaux sociaux, c'est sûr. C'est sûr qu'ils ont mis ça sur leurs réseaux sociaux. Je le sais pas, mais il faut avoir quand même beaucoup de culot. On va appeler un chat. Ce sont des fraudeurs, hein, d'abord et avant tout. Puis toute part de la loi sur le barreau, comme tu as expliqué, Sandrine, mais toute part aussi l'objectif derrière tout ça là, est que c'est de protéger le citoyen. Parce que la loi sur le barreau, si elle prévoit qu'il y a des actes qui doivent être uniquement faits par des juristes et donc des avocats, c'est parce que ce sont les meilleures personnes pour conseiller quelqu'un, donc, par exemple, donner un avis juridique, rédiger une procédure devant un tribunal. Et donc, comme le médecin est la meilleure personne et donc le professionnel qui a étudié pour être capable de faire un acte médical, mais l'avocat, il est étudié pour être capable de répondre à votre question et d'aller vous représenter devant les tribunaux. Et donc, c'est de protéger le public. Et au moment où on se parle aujourd'hui, là, on a environ plus de 60 dossiers d'ouverts. Et donc, suite à des plaintes, majoritairement de citoyens, je vous expliquerai certaines distinctions tout à l'heure. Et on a jugé que les actes étaient à ce point répréhensibles parce que d'emblée, on n'émet pas toujours des constats d'infraction. On peut envoyer des petites lettres amicales pour dire, écoutez, vous vous affichez peut-être ou vous voulez incorporer une entreprise, peut-être que vous ne le saviez pas. On vous avise, maintenant, corrigez votre site Internet, etc. Puis, il peut arriver que ce soit vraiment pas de mauvaise foi, que les gens, c'est uniquement parce qu'ils ne le savent pas, qu'ils sont en contravention de la loi sur le barreau et ils vont corriger. Ce que tu nous dis, donc, c'est que les 60 dossiers d'ouverts qu'il y a là, il y a eu des démarches avant. Là. Donc, c'est rendu la worst of the worst, là, les pires. Bien, ça va tous inclure, mais habituellement, la lettre n'est pas dans les dossiers, nécessairement dans les dossiers ouverts. Ce que je veux dire, c'est que les gens ont eu des chances de se corriger un petit peu à l'avance et tout ça. Souvent. Okay. Parce que, comme bon juriste, vous savez, comme on y va de courtoisie, c'est-à-dire une lettre, une mise en demeure, puis après ça, on va poursuivre. Il y a des procédures pénales devant la Cour du Québec qui vont être intentées et, on va aller en débattre devant un juge. Ça, c'est la première chose. Il y a environ 64 dossiers. De ces 64 dossiers-là, plus du tiers sont en droit de l'immigration. L'immigration, oui. Et ça, c'est un phénomène que l'on voit à Montréal, mais que le Barreau du Québec voit apparaître aussi dans d'autres régions, avec les masses de nouveaux arrivants ou qui requièrent notamment pas le statut de réfugié ou, par exemple, peu importe le statut. Qui est une clientèle vulnérable, d'ailleurs. Encore là, qui est vulnérable principalement face aux lois
face au fonctionnement de notre système de justice. Souvent, ce sont des gens qui arrivent avec leur lot de trauma, qui arrivent de des pays aussi où ils n'ont pas la même relation avec le système de justice, avec les policiers, avec les représentants de l'ordre, Donc, c'est tout ça qu'il faut prendre en considération. Et là, ces gens-là, puis ça a été mis, on a été mis au courant de ça, là, c'est dès leur arrivée. Quand il y a eu, par exemple, des gens qui logeaient au stade olympique, il y a de ça, je me souviens plus, mais quelques années, il y avait des gens qui allaient recruter des clients, des faux avocats qui allaient recruter des clients au stade olympique. Et donc, on leur promet, évidemment, mer et terre, et donc pour une modique somme d'argent de quelques milliers de dollars. Là. Donc, c'est des sommes, je blague, là, c'est des sommes, c'est très malheureux, il n'y a pas de blague à faire avec ça, mais on parle toujours de milliers de dollars. Et ce qui est particulier aussi, et dis-moi si je me trompe, des statistiques que j'ai vues, que je peux pas nécessairement citer parce que c'est pas nécessairement dit, mais les gens, c'est peut-être un peu anecdotique, mais souvent, les gens qui sont en immigration, qui sont souvent victimes de gens de leur propre communauté. Malheureusement, oui. Parce que le lien de confiance, tu sais, pour quelqu'un d'arriver, le premier point de repère va être les gens de sa communauté qui habitent ici. Puis encore là, c'est pas toujours il va y avoir des références, un tel est avocat, il m'a aidé, mais sans le savoir, les gens se font référer des faux avocats. Évidemment, le faux avocat, lui, sait qu'il n'est pas avocat, mais il va profiter de cette relation de confiance-là de sa communauté pour voler, frauder et abuser de personnes qui arrivent de sa propre communauté et qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité. Et pourquoi je fais un grand état en matière de droit à l'immigration? C'est parce que les répercussions et le préjudice que va subir la personne qui se fait arnaquer par un faux avocat en droit de l'immigration, que ce soit pour une demande, là, toute matière confondue, là, pour un statut au Canada, pour une demande de parrainage, les conséquences monétaires, parce que souvent, ils remettent toutes leurs petites économies à cette personne-là, et humaines. Puis, on est allé jusqu'à voir, Hugo et Sandrine, là, des gens qui, comme avaient un statut illégal, ont dû être détenus avant d'être expulsés. Et donc, des conséquences humaines inimaginables. C'est des histoires d'horreur et c'est pour ça qu'on a essayé de frapper fort en termes de campagne de prévention à ce niveau-là parce qu'on jugeait qu'il y avait un problème. C'est une réalité qui est, de moins en moins montréalaise, mais qui est quand même très ciblée propre à Montréal. Et on trouvait que les gens se ramassaient face à une vulnérabilité. Puis moi, j'appelle ça, donc, ils n'avaient pas de sécurité juridique. Et pour quelqu'un qui arrive et qui veut obtenir un statut au Québec ou vivre au Canada, puis ça, on n'en parle pas, là, mais avant d'avoir un toit, avant d'avoir un emploi, avant de pouvoir envoyer ses enfants à l'école, de pouvoir avoir des soins de santé, il y a d'abord et avant tout une sécurité juridique et donc de s'assurer qu'il y a tous les bons points de repère et que ses droits sont préservés. Parce qu'on se ramasse avec des gens qui confient de l'information à un faux avocat avec de l'argent qui n'est pas dans un compte en fidéicommis, qui ne bénéficie pas du secret professionnel puisque la personne n'est pas avocate. Et il y a des dossiers qui se ramassent à la Cour fédérale en droit d'immigration avec de l'information qui peut être trompeuse. Et donc, cette information-là, elle reste écrite dans un dossier de cour. Et donc, utilisée contre eux. Et donc, c'est pour ça que je disais, les conséquences sont illimitées, donc c'est important de s'assurer que l'on fait affaire avec un avocat. Tu décris bien la toile d'araignée que ça peut provoquer. Et dis-moi, est-ce que c'est propre au barreau de Montréal, ça, de gérer la pratique illégale sur son territoire? Comme section, oui. Sinon, c'est le barreau du Québec qui s'en occupe pour toutes les autres régions. On travaille évidemment toujours en collaboration parce que peut arriver qu'il y a des plaintes qui appartiennent au barreau du Québec parce que c'est en dehors de la région, le faux avocat pratique, là, j'aime pas ça, je vais le mettre entre guillemets, là, en dehors de la région de Montréal et vice-versa, que les plaignants portent plainte au barreau du Québec parce qu'ils savent pas que c'est le barreau de Montréal qui s'occupe pour le territoire de l'île de Montréal. Et donc, on travaille, puis même, on va parfois se parler là, de stratégie ou de dossier ou même ils vont nous accompagner puis on va en parler tout à l'heure, là, mais dans le cadre de perquisition, par exemple, ce qui peut arriver qu'on perquisitionne des bureaux. Là. Incroyable.
Sandrine, moi, je vais prendre une partie de ta prochaine section parce que je suis curieux. On parle de faux avocats, C'est qui le faux avocat typique, Caroline? Il ressemble à quoi? Il est qui? Il fait quoi? Il se présente comment? Parce que c'est facile de le définir. On sait que c'est quelqu'un qui ne doit pas faire des actes réservés aux avocats ou aux notaires. Mais c'est qui le faux avocat typique? C'est difficile à dire parce que les gens font preuve d'imagination et d'originalité. Puis moi, ça fait longtemps là, que je m'intéresse à ce dossier-là, puis j'ai siégé sur le comité des infractions au barreau de Montréal, là, qui est le comité fort qui s'occupe de toutes les dénonciations en matière de pratiques illégales. On pourra parler du fonctionnement un petit peu d'un dossier tout à l'heure, du cheminement. Pendant 13 ans. Fait que j'en ai vu quand même plusieurs. Là, on a eu toute la mode des Freemen on the Land, là, qui a été... J'en ai fait avec lorsque je représentais la Banque Royale du Canada, que tout d'un coup, les dettes n'étaient pas dues. Oui, puis au début, ils signaient même avec leur sang. En tout cas, ça a changé. On a passé à d'autres. Donc, voilà. Mais le faux avocat typique va être quelqu'un qui va... Ça va être un peu cliché, là, mais mettons, quelqu'un qui va se prétendre avocat, qui va se laisser connaître comme étant avocat. Puis ça peut être aussi banal que vous l'appelez maître parce que la personne pense réellement qu'il est avocat ou avocate et qui vous reprendra pas en disant « Excuse-moi, tu sais, je veux juste qu'on mette quelque chose au clair, je ne suis pas avocat ». Donc, qui va bénéficier de ce titre-là dans son relation de confiance pour pouvoir plus tard en abuser, parce que tout ça part de vouloir abuser d'une relation de confiance avec un professionnel, laissant prétendre qu'on a un titre qu'on n'a pas, et va vous demander, va vous rencontrer dans un lieu public, mais attention, parfois ça peut être dans un faux bureau d'avocat, mais souvent c'est dans des lieux publics, on a déjà vu... Avec du lettrage en or. En or, oui. Donc, maître. Puis là, mettons un cas typique qu'on a vu souvent, c'est O.T. Morton. Viens me rencontrer aux stations de métro, un tel. Écoute, donne-moi 2500 $. Je vais te préparer tout ton formulaire. Ça va être produit à la Cour fédérale ou en tout cas, peu importe le tribunal où ça doit être. Là, vous faites des petits rappels. Il n'y a aucune procédure qui vous est donnée, aucun... facture d'honoraires ou détaillé d'honoraires comme on se doit de le faire. Donc, c'est dans le modus operandi beaucoup plus que dans la personne type. Oui, ouais. Parce que la personne type, elle peut être issue de n'importe quelle communauté. Il n'y a pas de... Mais ça va être vraiment dans un type de modus operandi. Ça va être parce qu'ils veulent de l'argent. Je ne le cacherai pas, c'est parce que c'est payant. Sinon, il n'y en aurait pas de faux avocats. Là. C'est pas, ils ne font pas ça pro bono. Tu vas pas dans la dentelle, hein? Fraude, arnaque, faire ça pour l'argent. C'est parce que ça me fâche. Okay. Parce que là où il y a de la vulnérabilité, Hugo, il y a des gens pour en abuser. Et là où il y a de la très grande vulnérabilité et de la méconnaissance d'un système qui est le système juridique, il y a encore plus de gens pour en abuser et ce, malgré les conséquences humaines sur ces gens-là. Pour moi, ça, c'est une injustice. Puis l'injustice dans la vie, ça me fâche. Puis j'emploie des termes là, de juriste, là, mais fraudeur, je veux dire oui. Quand vous vous faites arnaquer par un faux avocat, ça vaut une plainte au service de police de la Ville de Montréal parce que ça peut être de la fraude. Ça vaut peut-être une poursuite civile pour essayer de récupérer les sommes parce que c'est une faute. Puis on s'entend que c'est un contrat, là, pour employer des termes, qui est nul ab initio parce que c'était pas un contrat de service professionnel qui était dans les faits légal parce que la personne n'est pas un professionnel. Et donc, il y a plein de conséquences juridiques à ça, mais pour ce qui est de la conséquence pénale, nous, on va vous poursuivre, puis vous allez être sujet à quand même des pénalités, donc en termes d'amende, assez importantes. Le droit de l'immigration, c'est ou pas le droit, finalement. L'immigration, c'est un domaine qui est particulièrement touché. Tu me disais aussi le droit de la famille. Oui. C'est surprenant. Tout domaine. Logement, famille, comme entreprise au niveau des corporations. Okay. Puis là, tantôt, parce que je parle beaucoup trop, là, mais tu m'as dit quel est le type de faux avocats, mais il y a 2 volets à cette question-là. Le deuxième volet, c'est tout ce que Internet apporte en termes de réseaux sociaux et de faux sites de faux avocats. Là. Nous, au barreau de Montréal, maintenant, on les affiche. Donc, faites attention, ceci n'est pas un vrai site d'avocat. Puis des fois, les sites se trouvent dans d'autres pays. Là, c'est même pas ici.
où des gens s'affichent service de corporation, avocat, puis qu'on a de la misère à voir qui est derrière ça. Donc, le visage derrière tout ça. Mais ça, on fait des vigies, nous autres, constamment sur Internet, puis on s'en fait dénoncer beaucoup. Mais je pense que c'est important que tu fasses la distinction. Donc, on a la personne type, mais on a, oui, je viens de comprendre ce que tu me dis. Donc, on a aussi le site Internet, là, le faux avocat qui est une entité... Derrière un site Internet. On a aussi le classique qui est l'avocat radié. Oui, est... ça, c'est dans les exemples qu'on a tout à l'heure. Mais ça, on en a quand même beaucoup. OK. Beaucoup trop, à mon goût. Mais bon. Et on a aussi l'avocat qui n'a pas de permis d'exercice délivré par le Barreau du Québec, mais qui peut avoir un permis d'exercice soit dans un autre pays ou dans une autre province et qui joue un peu là, sur cette ligne-là. Donc ça, je voudrais que c'est des exemples classiques. Et pour revenir en droit de la famille... Oui, excuse-moi. Non, je t'en prie. Pour revenir en droit de la famille, donc on avait l'immigration qui est de l'air numéro 1. Tu me parles de tous les domaines, mais aussi le droit de la famille. Mais quand je te disais que j'étais un petit peu surpris, je me demande dans quel type... Bien, droit de la famille, on en voit beaucoup, c'est en droit de la jeunesse. OK. Hein, des gens qui donnent des conseils au niveau des dossiers en droit de la jeunesse avec la DPJ, comment gérer ça, etc. Ça, on en voit beaucoup aux tribunaux à Bellechasse, mais on en voit également beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook ou TikTok, etc. Et droit de la famille, ben, c'est parce que ça revient toujours un peu à l'immigration parce que, je vous disais, plus du tiers, donc plus de 39, même 40% des dossiers sont en droit à l'immigration. Mais la moitié de tous nos dossiers ouverts ou de toutes nos dénonciations sont des gens issus de l'immigration. Et donc, c'est pour ça que tout est en tout, comme on dit, là. Ouais. Tout est interrelié. Tout se décline, oui. Fait que donc, en droit de la famille, je vous donne un exemple. T'sais, 2 personnes originaires de Chine qui veulent divorcer, font affaire avec quelqu'un de leur communauté qui n'est pas avocat, qui va mal les conseiller, parce qu'on sait que dans un divorce, il y a plusieurs paliers à régler, hein, comme financier, mais garde des enfants, etc. Et donc, ça, c'est le type de dossier qu'on va avoir. Mais oui, donc voilà. Vas-y, Sandrine, oui. Je trouve ça particulièrement intéressant, particulièrement le volet que vous avez mentionné sur Internet. Parce qu'on retrouve souvent aussi des capsules qui se disent « Ah non, mais c'est pas un avis juridique ». Puis on dirait que les faux avocats un petit peu s'en sortent en disant « Ah, mais c'était juste de l'information juridique ». Parce qu'on le sait, 128 de la loi sur le barreau ne parle pas d'information juridique, mais bel et bien d'avis juridique ou d'opinion juridique. Donc, comment est-ce que les gens peuvent être plus vigilants à ce niveau-là? Parce que techniquement, c'est pas usurper les fonctions d'avocat. Est-ce qu'éventuellement, ça pourrait devenir une usurpation des fonctions? L'information juridique n'est pas dans les actes réservés, comme tu l'as dit, Sandrine, mais la ligne, on s'entend que souvent, la ligne est très mince entre donner un avis juridique et vouloir aider quelqu'un en référant par un site, par exemple, comme Éducalois, qui donne de l'information juridique qui est vérifiée, là, et qui est comme... peu importe ce qu'on trouve sur Internet d'une personne qui n'est pas avocate, que ce soit de l'avis juridique ou de l'information juridique, je veux dire, quand on se base sur de l'information ou une opinion juridique qu'on a obtenue sur quelqu'un qu'on ne connaît pas sur Internet ou sur un site qui est d'un non-membre du Barreau du Québec, c'est à faire très attention, là. Je veux dire, les conséquences, peu importe le domaine de droit confondu, comme je vous disais tout à l'heure, on va pas voir de faux médecins pour un acte médical, mais je vois pas pourquoi qu'on irait voir des gens qui ne sont pas avocats pour défendre un droit ou voir nos obligations, tout domaine confondu. Oui, puis, par exemple, les moteurs d'intelligence artificielle, parce que je vais juste faire une petite tangente vers ce sujet-là, mais sur Internet, on se balade, je sais pas, on cherche un avocat pour, par exemple, un dossier peut-être pas de la garde d'enfant, mais en protection de la jeunesse, il y a un signalement, peu importe, l'enfant est pris en charge, on se demande qu'est-ce qui se passe. Puis, on tombe sur plusieurs pages, puis il y a des cabinets d'avocats là-dedans. Puis, on clique sur un au hasard, puis on pense tous que c'est des cabinets d'avocats parce qu'il y en a plein de listés. Ça dit qu'on peut faire du clavardage, sauf qu'on clavarde avec de l'IA. On s'en rend pas compte. Comment est-ce que ça fonctionne à ce niveau-là? Ça, c'est une très bonne question que tu me poses, Sandrine. Et là, tu es vraiment dans un sujet de l'heure, qui est l'intelligence artificielle. Et tu dois savoir qu'on est très au fait de ça. Le Barreau du Québec vient de sortir un magnifique guide à ce sujet-là sur l'intelligence artificielle. On est vraiment en communication avec le Barreau du Québec, puis ils ont un comité d'experts, etc. Mais pour l'instant, c'est vraiment eux autres qui gèrent cet aspect-là. Mais c'est sûr que nous, quand on a un doute, puis là, c'est faire la distinction entre faux avocat et intelligence artificielle, puis on est là-dedans, là.
Et donc, quand on a un doute à savoir qui se trouve derrière l'écran ou est-ce que c'est un logiciel, entre guillemets, je vais employer un anglicisme, legit, d'intelligence artificielle, créé par un bureau d'avocats et donc, tu sais, qui est vérifié là, par ailleurs et qui est sérieux, ben on va se référer au barreau du Québec, puis après ça, on va prendre les actes qui se doivent, le cas échéant, si actes doivent être pris. Dans son mandat de protection du public, le barreau, est-ce que quelqu'un qui fait erronément affaire avec un faux avocat voit ses sommes d'argent protégées? Est-ce qu'il a accès au fonds d'indemnisation du barreau? Non, parce qu'il n'y a aucune assurance. Puis quand je vous parlais de fraude, là, puis quand je vous disais que ça me fâchait, là, donc il n'y a aucune... Cette personne-là, ne faisant pas affaire avec un professionnel régi par son ordre professionnel, bien donc il n'y a pas de secret professionnel. Il n'y a pas de fonds d'indemnisation. Il n'y a pas de compte en fideicommis. Donc, vous vous retrouvez absolument devant rien. Ça met un bon endroit pour prendre la pause. Sandrine, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Oui, mais j'avais une toute petite question avant parce que on le sait, les avocats, ils sont assujettis au code de déontologie des avocats, puis les faux avocats ne sont clairement pas assujettis comme vous venez de le mentionner. Sauf que, est-ce que ça pourrait être un indice, par exemple, lorsqu'une conduite semble dérogatoire au code de déontologie des avocats, que la personne n'est probablement pas un avocat? Est-ce qu'il y aurait une manière un petit peu d'exploiter, je sais pas, le droit disciplinaire des avocats pour renseigner les gens afin que ceux-ci puissent identifier les faux avocats? Par exemple, une rencontre au Tim Hortons, on le sait, les avocats peuvent pas faire ça. Ou encore de la sollicitation excessive. Est-ce que on pourrait en tirer des indices ou je sais pas, c'est juste une idée en l'air comme ça? Bien, c'est une très bonne question, Sandrine, mais avant même, tout à fait, là, mais avant même de se rendre là, pour la personne qui a une barrière de langue, qui arrive ici, qui ne sait pas comment un avocat transige au Québec, là. C'est ça, c'est comme du deuxième niveau. Mais le premier niveau, là, c'est si vous remettez des centaines ou des milliers de dollars en argent comptant dans un lieu public, qu'il n'y a pas d'échange de reçus, qu'on vous demande pas, on vous montre pas de procédure, on vous explique pas ce qui va arriver, qu'on vous donne plus de nouvelles après, ben c'est le premier là, drapeau rouge. C'est pour ça qu'on dit, puis qu'on a créé le site. Ça, c'est le modus operandi. Mais premièrement, googlez le nom de la personne avec qui vous faites affaire. Tu sais, qu'on vous montre. Mais des fois, les gens s'impriment des fausses cartes d'affaires. Mais googlez puis allez voir, c'est facile à vérifier. C'est juste que les gens doivent savoir où aller pour vérifier cette information-là. C'est dans le c'est dans le tableau de l'ordre, c'est le bottin des avocats. Des fois, on a l'impression que le bottin des avocats sert juste aux collègues pour trouver les coordonnées. C'est ça, exactement. D'un avocat avec qui on a des dossiers. Alors, on va prendre une courte pause maintenant. Sandrine, garde ton idée que tu as en tête. J'ai vu là, que tu as essayé de dire quelque chose. Je vous rappelle que Sandrine Raymond et moi sommes en compagnie de la 159e bâtonnière du barreau de Montréal, 9e femme à occuper ce poste, et nous discutons de la problématique des personnes qui se représentent faussement comme étant des avocats ou des notaires et qui usurpent cette fonction en fraude des citoyens. Au retour, nous parlerons plus spécifiquement du rôle du barreau de Montréal pour lutter contre ce fléau. Chers auditeurs, avocats, notaires, ne manquez plus jamais une heure de formation. Question de preuve, un balado conçu pour vous, les professionnels du droit, vous offre actualité, expertise et flexibilité en un seul endroit. Des entrevues exclusives avec des experts, des analyses approfondies des enjeux actuels et l'exploration de domaines méconnus du droit, disponibles partout, en tout temps. Transformez vos déplacements et vos moments libres en opportunités de développement professionnel. Enrichissez vos connaissances et remplissez vos obligations de formation avec Question de preuve, la formation continue qui vous accompagne. Abonnez-vous dès aujourd'hui sur questiondepreuve.ca. Alors, nous sommes de retour avec Maître Caroline Larouche, bâtonnière du barreau de Montréal. Et là, Caroline, si tu veux bien, on va parler du rôle ou des actions que prend le barreau pour lutter contre ce fléau.
Mais avant de continuer, Hugo, juste avant la pause, on parlait du registre des avocats. Comment est-ce qu'on peut identifier un faux avocat? Et puis, on souhaite porter à votre attention que nous avons mis dans les notes de l'épisode le lien vers la page fausavocat.ca qui contient des instructions claires afin de valider qu'une personne est réellement avocat. Puis sur cette page, vous allez aussi pouvoir trouver le lien vers le répertoire des avocats qui est accessible sur le site du Barreau du Québec où vous pourrez chercher les noms des personnes que vous croyez être avocats et valider s'ils sont bel et bien membres en règle du tableau de l'ordre. Puis on vous rappelle que seuls les avocats qui sont membres en règle du tableau de l'ordre peuvent exercer la profession d'avocat. J'aime que Sandrine nous a dit le répertoire des avocats. Nous autres, depuis toujours, on appelle ça le bottin. Le bottin, oui. Avant, c'était le bottin bleu. Le bottin bleu. En effet, le bottin bleu il était juste à jour une fois par année. Fait que finalement, si quelqu'un se faisait radier, on n'en savait pas plus. On se trompait de numéro assez souvent. Revenons aux choses sérieuses, Caroline. C'est quoi les actions qui sont entreprises par le Barreau de Montréal pour lutter contre l'exercice illégal de la profession? Puis quand je te dis les actions, là, ça peut être une action en justice. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu comment ça fonctionne, mais c'est quoi initialement? Là? Vous avez vos propres enquêtes et vous avez aussi, j'imagine, des plaintes ou des demandes de vérification de la part du public? Oui, donc voilà. Je vais vous expliquer le cheminement du début jusqu'à la fin d'un dossier en matière de pratique illégale qui est traité par le Barreau de Montréal. D'abord, on a une plainte. Cette plainte-là peut être faite par un plaignant, qui peut demander le statut anonyme et donc qui va requérir l'anonymat. Souvent, ça va être par la personne lésée, la victime, ou parfois, on voit aussi assez souvent des avocats dénoncer le fait que dans leur dossier, ils se sont retrouvés à avoir des échanges courriels et téléphoniques avec des gens qui, au final, se sont aperçus qu'ils n'étaient pas avocats. Et donc, ça arrive aussi surprenamment assez souvent. Et donc, on reçoit une plainte. Suite à cette plainte-là, on a des avocats enquêteurs. Et donc, okay. Oui, à l'emploi du Barreau de Montréal. Donc, c'est nos enquêteurs, comme un peu des policiers avec certains pouvoirs plus accrus que les policiers, puis certains pouvoirs moins grands qu'en matière policière. Je vous donne des exemples. Nos enquêteurs, bon, évidemment, vont parler notamment à la victime, vont tenir des déclarations, vont faire certaines recherches. Il peut arriver, on est déjà là en perquisition pour aller chercher des dossiers dans le faux bureau d'avocat ou même des dossiers dans un bureau d'avocat avec une personne qui pratique à côté n'étant pas avocat. Donc, c'est souvent... Tu vois que je fais la grimace, oui, ça doit... Oui, c'est des situations qui sont assez délicates, ouais, mais qui arrivent, malheureusement. C'est pour ça que je le dis. Et je m'excuse de t'interrompre, puisque ma pratique ne m'amène pas du tout à faire du droit criminel. Donc, la partie perquisition, est-ce que c'est un droit que vos avocats enquêteurs ont, oui, ou on passe par le... Non, c'est le Barreau de Montréal vont perquisitionner, mais souvent, vous devez savoir que ça va être en collaboration avec le bureau du syndic du Barreau du Québec. Parfait. Quand il y a des dangers qu'on tombe sur des dossiers de l'autre avocat avec qui le faux avocat pratique, oui, par exemple. Okay, parce que la perquisition, c'est pas simplement aller chercher le dossier, il y a quand même... Il peut avoir... Il y a tout l'aspect perquisition avec le mandat, etc. OK. Et il peut aussi avoir, comme tu dis, vu que c'est peut être dans un bureau de quelqu'un d'autre, donc il peut avoir aussi l'aspect de confidentialité, de secret professionnel qui va s'appliquer aussi. Ah, bon, quand même. Voilà. Et ces perquisitions-là, on peut partir avec l'ordinateur et des dossiers physiques ou? Les dossiers physiques, majoritairement. Est-ce qu'il est déjà arrivé? Là, c'est une très bonne question qu'on parte avec le matériel informatique. Mais là, je parle de perquisition, mais c'est pas quotidiennement. Là. Okay. Il y a des gens qu'on a perquisitionnés, notamment tout à l'heure, vous allez me parler du dossier de M. Carcar. Ça, c'est un exemple où on est allé chercher des dossiers parce que là, on jugeait que pour les questions de preuve aussi, là, aller chercher certains dossiers. Ah, mais merci. On peut prendre une shot, un drink. Tu viens de dire le mot question de preuve dans l'épisode. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Ouais. Mais je comprends que les perquisitions, c'est pas quelque chose de standard. De toute façon, je dis, très souvent, il doit y avoir souvent un paper trail, il doit y avoir un site web ou des vidéos, des choses comme ça que vous êtes capable au moins de partir l'enquête. Bien, un lieu. Au fait, la perquisition découle toujours d'un lieu. Donc, c'est un lieu qu'on veut aller perquisitionner suite à une plainte et on juge que de manière contemporaine, il y a encore des activités d'un faux avocat qui
se tiennent à ce lieu-là. Donc, tu me dis qu'il y a les avocats enquêteurs, il y a des possibilités de faire des perquisitions, Ouais. il y a une collaboration avec le Barreau du Québec. C'est ça? Ben, il peut arriver qu'il y ait de collaboration avec le Barreau du Québec. Les avocats enquêteurs aussi, puis ça, c'est un pouvoir qu'ils ont que les policiers n'ont pas, peuvent demander à un avocat de leur donner copie de tout document sans qu'il puisse invoquer le secret professionnel, ce qui n'arrivera pas quand c'est le corps policier qui va se présenter. Par contre, l'avocat enquêteur au barreau de Montréal, contrairement aux policiers, n'a aucun pouvoir d'arrestation ou aucune demande de contraindre quelqu'un à s'identifier. Ça, c'était la distinction. Et donc, cet enquêteur-là va faire enquête, va monter le dossier. Par la suite, va soumettre le dossier au comité infraction dont je vous parlais tout à l'heure, là, sur lequel j'ai siégé plus de 13 ans. Comité d'infraction qui est un comité d'à peu près une quinzaine d'avocats pratiquants à Montréal. Puis on les appelle, là, entre guillemets, nos experts, là, mais ça va être des procureurs de la couronne, des avocats en défense, en matière d'immigration aussi, des avocats de l'aide juridique. Il y a des civilistes, il y a de tout, pour regarder le dossier monté par l'enquêteur et décider de ce qu'on fait avec ça. Puis là, on peut décider de mise en demeure, comme je vous disais, une lettre. On peut décider qu'on va émettre des constats d'infraction et donc de débuter les procédures pénales devant un juge. Puis nombre de chefs d'infraction, etc. Ce qui va, par la suite, ce comité-là, donc, regarde tous les dossiers, émet des recommandations au conseil d'administration. C'est le conseil d'administration, par contre, qui a le dernier mot sur ce qu'ils vont décider. Et là, quand il y a émission de constat d'infraction, il y a un procureur, qui peut être un procureur à l'interne, au barreau de Montréal, ou parfois on donne certains dossiers à l'externe, qui va se retrouver devant la Cour du Québec à poursuivre en matière pénale ces gens-là. Il y aura un procès par la suite, etc. Alors, c'est pas trop loin de ton quotidien, finalement, le processus d'enquête et d'émission de constat d'infraction. Oui. Donc, on se ramasse en droit pénal. Moi, je suis en droit criminel, donc c'est vraiment pas très loin. C'est pour ça, par ailleurs, que il y a plusieurs procureurs ou avocats de la défense qui vont siéger sur le comité là, pour des questions d'analyse de preuves, d'opportunités de poursuivre, etc. Ouais. Donc, des fois, il peut tout simplement arriver qu'on ferme un dossier, soit parce que le contrevenant s'est conformé, ou parce qu'on malheureusement, puis ça, c'est en matière d'immigration, ça arrive, ça ajoute une difficulté dans ces dossiers-là. Ah, j'en ai pas parlé tout à l'heure. Il s'est sauvé. On le retrouve. Ben, il s'est pas sauvé, mais le plaignant veut pas témoigner. Ah. Parce que vous devez savoir que ça prend beaucoup de courage pour venir témoigner à la cour d'ordre général. Là, je pense qu'on peut tous se le dire, mais pour un plaignant, de venir témoigner contre quelqu'un de sa communauté, ça prend une touche de plus de courage. Là. Mm-hmm. Et donc, ou tout simplement parce que il a été expulsé ou la personne a été déportée avant même qu'on puisse aller de l'avant. Et donc, quand je vous disais là, que les conséquences, ouais, voilà. Donc, ça, on l'a eu aussi. Dis-moi, est-ce que, je pense que je me suis mal exprimé tout à l'heure, est-ce que les plaintes viennent tous de l'extérieur ou il pourrait y avoir des enquêtes qui proviennent du barreau lui-même? Il y a des enquêtes qui peuvent venir du barreau de Montréal qui découlent de la vigie sur Internet dont je vous parlais. OK. Notamment. Et donc, là, j'en étais là. Ça, c'est la première action. Je juge important de mentionner, là, c'est que au-delà d'essayer de redonner un brin de sentiment de justice à quelqu'un dont les droits ont été lésés de manière aussi importante par quelqu'un qui s'est prétendu avocat, c'est que le barreau de Montréal, à la vue des dossiers qu'on avait et du problème notamment avec les communautés en matière d'immigration, a décidé qu'on allait faire une grosse campagne de prévention parce qu'on est d'avis que la prévention passe par l'information et que ces gens-là devaient être informés du modus operandi, de sur quoi se méfier, où aller pour vérifier si la personne est avocat, qui appeler pour dénoncer, etc. Et c'est pour ça qu'on a lancé notre campagne là, de PAPI, là, qu'on surnomme PAPI, et qu'on a ouvert le site fausavocat.ca. PAPI, on est allé, là, on a rencontré beaucoup d'organismes communautaires qui travaillent avec les nouveaux arrivants, peu importe le statut. On a fait une table ronde. On a essayé nous-mêmes de s'informer. Là. Par exemple, on se fait dire des choses aussi banales, mais quand on n'est pas dans ce milieu-là, on le réalise peut-être pas.
Ils disent que les nouveaux arrivants vont souvent trouver des faux avocats sur WhatsApp parce qu'ils s'affichent comme avocats sur WhatsApp et qu'ils communiquent. Tu sais, eux autres, ils n'ont pas de ligne téléphonique, ils n'ont pas de réseau cellulaire, Internet. Fait que tout passe par WhatsApp. C'est là qu'il faut essayer d'aller les rejoindre au niveau de la prévention aussi. On a fait des pamphlets, mais à quoi bon faire des pamphlets en anglais et en français si les gens ne parlent pas la langue? Et donc, on a traduit, je crois, en 5 ou 6 langues pour aller chercher des communautés qui étaient les premières qu'on voulait aller chercher, dans lesquelles on voyait qu'il y avait un problème qui était criant, là. Notamment, je parle hispanophone, haïtienne, sud-asiatique. Et on a décidé de aussi, évidemment, Agence des services frontaliers font partie de ça, mais on a décidé avec les services communautaires, les organismes communautaires, d'essayer que ce soit les intervenants de première ligne, là, c'est un mot que je répète beaucoup, là, mais qui reçoivent là, le premier contact des gens qui arrivent à Montréal, donc que ce soit travailleur social, peu importe, là, ou organisme communautaire, ou alléluia, là, mais qui reçoivent de l'information de ces gens-là, hey, fais attention, ou ce soit les journaux, les radios. Fait qu'on a essayé de frapper fort pour aller vraiment chercher le plus grand nombre possible dans des communautés où on jugeait que le problème était plus criant. Alors, il y a plein de choses que je veux répondre à ça. Premièrement, quand tu dis alors faites attention, ou on peut dire méfiez-vous, sur le site fausavocat.ca, qu'on voit beaucoup. Ensuite de ça, au niveau d'informer le public, c'est sûr que tu touches à une corde sensible chez nous, à Question de preuve, parce qu'on pense que c'est la base de l'accès à la justice vient par la transmission d'informations. Fait qu'évidemment, ça nous fait bien plaisir de t'accueillir justement pour parler de cette problématique-là ici à Question de preuve. Donc, on a évidemment l'importance de ces ressources-là qui sont mises à la disposition du public et j'aime t'entendre encore une fois ta candeur en disant, mais vous connaissez vous-même les limites de vos actions, déjà les limites au niveau de la langue, au niveau de l'accès aux outils, donc vous passez autant par Internet que par des pamphlets. Je regarde les organismes avec lesquels vous collaborez. Il y a l'Acadie, il y a Justice Pro Bono, ils sont listés sur le site. Et évidemment, les ressources que vous nous donnez en disant, écoute, méfiez-vous, voici les actes qui sont réservés aux avocats, mais aussi voici les démarches que vous devez entreprendre afin de vous assurer que vous faites affaire avec un professionnel du droit qui est membre de son ordre professionnel. Puis je trouve ça vraiment fantastique. Donc, au niveau des ressources qui sont mises à la disposition du public, Sandrine, comme toujours, on va tout mettre ça dans les notes de l'épisode. Absolument. Puis, je vais juste faire un petit retour en arrière parce qu'on en a parlé un petit peu plus tôt dans le balado. Oui, il y a toutes les ressources, oui, il y a toute l'information. Mais est-ce que vous auriez des petits conseils rapides pour éviter de tomber dans le piège des faux avocats? Je vais répéter un peu la cassette que je joue depuis tout à l'heure au risque de tanner votre auditoire ou même vous-même. De l'argent liquide, pas de signature de documents, pas de détails des honoraires pour les services, pas de documents à vue, pas de stratégie d'expliquer. S'il vous plaît, référez-vous en premier lieu au tableau de l'ordre. Si vous ne savez pas, tapez Barreau Québec, posez la question à un intervenant social avec qui vous avez contact. Je pense que c'est là. Puis pour les avocats qui nous écoutent ou même les membres de la magistrature ou les juristes d'ordre général, là, vous-même, faites attention. Puis si jamais vous avez un doute, vérifiez et puis dénoncez. Au niveau de la dénonciation, merci pour le lien que tu me fais immédiatement. Il y a un formulaire qui est disponible sur le site du Barreau du Québec, puis c'est une plainte d'exercice illégal de la profession d'avocat. C'est un petit formulaire assez facile à remplir et on va mettre ça dans les notes de l'épisode. Mais grosso modo, est-ce que c'est de là que ça part la plupart du temps de votre côté, de ce formulaire-là ou d'un formulaire comme ça? Oui, ou de courriel ou d'appel. Mais autre point important, si la personne veut rester anonyme, elle a le droit à son statut d'anonymat et on n'ira pas la forcer à venir témoigner, mais au moins, on aura sur le radar la personne qu'elle veut dénoncer. Et donc, peut-être qu'il n'y aura pas de dossier de cour pour manque de preuves, mais on sera quand même au courant qu'il y a quelqu'un de tel nom à tel endroit qui offre des services, puis on va essayer par la suite de pincer la dite personne par d'autres moyens. Si vous décidez, même pour les juristes, les avocats, de demeurer anonymes, ça, on le respecte là, en tout point. Puis, juste pour renchérir un peu et pour récapituler, donc, si on remarque qu'il y a un faux avocat, on a des doutes, bref, on peut porter plainte au moyen du formulaire. Ou sinon, il y a le numéro de téléphone. Pour le barreau de Montréal, c'est le
514-866-9392. 514-966-9392. Et puis pour les autres régions du Québec, c'est le 514-954-3411. Je te remercie, Sandrine. Puis, somme toute, Hugo, je veux juste préciser, tu m'as parlé du formulaire, Sandrine, tu parles du téléphone, mais il n'y a pas de bon et de mauvais moyen de porter plainte. Écoutez, au pire, faites juste appeler au barreau de Montréal, transmettre ça à un avocat qui pratique à Montréal, ça va finir par se rendre, puis on va le traiter comme si c'était rentré par notre formulaire usuel, là. Donc, tous les chemins se valent. Parlons rapidement. Carcar, Anthony Carcar, gentil monsieur. Avocat radis. Oui, c'est ça. Gentil monsieur qui a fait des démarches pour des demandeurs d'asile. Finalement, on s'en va dans le cas typique. Dans ce cas-là, c'était une juge de paix magistrat qui a condamné M. Carcar, qui, lui, a décidé de s'en aller en appel, en cour supérieure, de cette condamnation-là. Ça lui a été refusé. Mais grosso modo, la question qui se posait, c'est le comportement et les actes de M. Carcar. Pouvait-il raisonnablement laisser croire qu'il était autorisé à remplir les fonctions d'avocat ou en faire les actes? Puis c'est un petit peu ça qu'on disait tout à l'heure. Hein? Il a donné des informations juridiques et donné une opinion juridique. Là, la ligne est mince, là, mais le critère, c'est ça, c'est le comportement et les actes. Peuvent-ils raisonnablement laisser croire qu'il était autorisé à remplir les fonctions d'avocat ou en faire les actes? On va mettre les détails là, de cette décision-là, en fait, des deux décisions là, dans les notes de l'épisode, mais on peut comprendre. Oui, bien, tout à fait. Il y a commettre l'acte réservé, là, donc pour se présenter devant un tribunal et représenter quelqu'un et laisser « Bonjour, je suis maître », par exemple, Larouche, ou signer une procédure qui se retrouve au greffe puis dans le dossier de cour. Ça, c'est le cas classique. Donc, pour la personne raisonnable, comme je vous disais, si, Hugo, tu m'appelles maître, ça fait 3 semaines, puis que j'arrive, je te donne une carte ou que je me prétends, tu sais, que je suis tout le temps sur cette ligne-là, signe-moi ça ici, donne-moi 2000 $, je vais te rendre tes services professionnels. Mais à un moment donné, n'importe qui pense que tu es avocat. Donc, voilà. Tout à fait. Et de toute façon, lui, il jouait un petit peu la carte des deux côtés là, en disant... Mais parce qu'en plus, c'est un avocat qui avait été préalablement radié. Il n'y a pas de fait particulier là, à noter de cette décision-là. C'est plutôt le critère là, que je pense que ce qui est important pour nos collègues là, de connaître. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est grosso modo, là, pour nous, juristes, je pense que c'est assez simple de déterminer quelqu'un qui se représente comme quelqu'un qui fait notre travail. Je pense qu'on peut facilement trouver ces critères-là. Les liens seront dans les notes de l'épisode. Sinon, Caroline, ce que je voudrais qu'on sache à la fin, je suis un petit peu curieux, si on a donné des milliers de dollars, on sait que cet argent-là n'est pas protégé, donc c'est pas protégé c'est pas de l'argent en fidéicommis qu'on a donné, mais est-ce qu'il y a une poursuite qui est possible par le citoyen lésé, une poursuite civile contre le faux avocat pour essayer de récupérer les sommes qu'il aurait payées de façon sous fausse représentation? J'ai déjà vu des plaintes aux criminels. Quand je vous parlais de fraude, là, ça, je l'ai déjà vu. Okay. Poursuite civile, je ne l'ai pas vu de mémoire. Évidemment, tout le temps en essayant de retrouver son fraudeur. C'est tout le temps. Ben, puis voulant aller de l'avant avec tout ce que ça implique également. Hein? Non, tout à fait, tout à fait. C'est qu'est-ce qui nous permet de tomber dans l'outil du praticien. Dans le cadre des épisodes de questions de preuve, Hugo demande à ses invités un outil, un item, une application, un ouvrage, n'importe quoi qui est incontournable dans la vie professionnelle des juristes. Pour vous, Maître Caroline Larouche, qu'est-ce qui est nécessaire dans votre pratique? Tu m'avais dit que c'était pour être plate. Ben, c'est plate, ce que je vais répondre. Mais dis-le-moi. Mais non, mais je vous répondrai pas le bottin des avocats. Je vais sortir du cadre. Je vais vous resituer dans ma pratique en matière criminelle, puis je vais faire bonne élève. Ce qui est essentiel pour moi, c'est évidemment mon code criminel qui compte plus de 3000 quelques pages, qui n'est pas de tout repos à traîner, mais que j'ai avec moi presque en tout temps. Est-ce que c'est le code à noter? Oui. OK, donc tu utilises le code à noter parce que, et là c'est un peu difficile pour moi parce que j'en fais pas du tout de criminel, mais donc pourquoi le à noter? Tout se retrouve là-dedans. Okay. Au fait, là, c'est la Bible. Puis souvent, il peut arriver une situation à la cour où le juge te pose une question et tu n'as pas la réponse. Et donc, sous l'article, au moins, tu vas avoir tes éléments essentiels d'infraction,
d'intention également, mais tu vas avoir les principes de base puis les questions juridiques de base qui se sont retrouvées devant les tribunaux. Là. Donc, pour moi, à noter, la question ne se pose pas, mais c'est sûr que ça ajoute du poids au livre que je traîne. Et par curiosité, est-ce que c'est suffisant de citer le code à noter ou en criminel ou faut-tu... Non, il faut que tu... Okay. C'est ton outil, ta béquille et la notation par la suite, je veux dire, parce qu'il y a toujours le contexte de la décision. Ouais. C'est un court extrait, souvent des décisions qui sont très longues ou des arrêts. Donc, c'est ton outil de base. Après ça, je veux dire, j'ose croire que la plupart des gens vont aller lire la décision. Et dis-moi, Caroline, c'est peut-être un peu en lien avec le début, mais j'étais un peu surpris de voir que c'est pas à temps plein, la bâtonnière de Montréal. Non. Contrairement au barreau du Québec, on ne sait pas un poste, en nombre d'heures. Il y a ton nom qui était direct, je pense que tu comprenais aussi ma question. Donc, c'est clair que c'est énormément de temps aussi, mais dans une certaine passion. Là, je veux dire, c'est quand même un choix que tu as fait de te présenter. Oui, mais c'est extraordinaire. Mais donc, tu as une charge, grosso modo, à temps plein. Je reste procureur de la Couronne. Je suis également bâtonnière. Donc, pour cette année-là, parce que c'est des mandats d'1 an. Donc, du mois de mai au mois de mai, j'occupe 2 emplois. 3 comme mon emploi de maman également. Oui, il ne faut pas négliger ça. Si on avait à résumer les points clés, fausavocat.ca, le bottin, le répertoire des avocats, sur quoi tu veux nous laisser, Caroline, aujourd'hui, en pensant que tu t'adresses aux juristes, mais aussi au public et peut-être aux juristes, l'ensemble de la communauté puisse sensibiliser le public à cette problématique-là? Bien, premièrement, évidemment, ça va de soi que j'incite juristes ou non-juristes à dénoncer. En cas de doute, vérifiez, appelez-nous, il n'y a pas de problème, on fera les vérifications pour vous. Pour les gens qui viennent d'arriver, il n'y a pas de répercussions à dénoncer, il n'y aura pas de répercussions même sur votre dossier, il n'y a aucune conséquence contre vous à dénoncer, au contraire. Et s'il vous plaît, soyez vigilants. À l'ère, évidemment, de l'intelligence artificielle, certes, des réseaux sociaux, des blogs, de tout ce que l'on voit à l'ère de la technologie. On ne peut pas être contre la vertu, Hugo, mais soyez vigilants, faites attention de où vous allez chercher, que ce soit un avis ou de l'information. Validez, vérifiez, puis au pire, allez chercher une deuxième opinion de quelqu'un. D'où le rôle de nos collègues. Regardez un petit peu d'où ils ont pris leur première opinion. Et surtout, l'avocat est essentiel. L'avocat fait un travail essentiel et un rôle sociétal fort important. Et faites confiance aux avocats. Donc, on existe pour une raison. Et je tiens évidemment à remercier tout le monde qui travaille avec le barreau de Montréal ou en collaboration, soit de près ou de loin, sur ce dossier-là. Bien, merci beaucoup, Caroline Larouche. Merci beaucoup. Merci, Sandrine. Bien, merci, Hugo, et merci, Maître Larouche. C'était un plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet intéressant. Merci, Sandrine. Alors, c'est ce qui met fin à cet épisode de Questions de preuve avec Maître Caroline Larouche. Pour nos auditeurs qui veulent recevoir une attestation de formation pour cet épisode, le mot-clé sera barreau, B-A-R-R-E-A-U, au singulier. Rendez-vous dans la section formation continue du site rivercastmedia.com pour plus de détails. Il y aura aussi un lien dans les notes de cet épisode. Nous vous invitons à vous abonner à Questions de preuve sur vos plateformes de balado afin de ne manquer aucun de nos prochains épisodes. Et évidemment, l'écoute est toujours gratuite. Et en vous abonnant, ça sera téléchargé automatiquement. Idée originale, animation, réalisation et montage, eh bien c'est moi, Hugo Martin, à la co-animation et à la recherche, Sandrine Raymond. À la prise de son, à l'édition audio et l'aide à la réalisation, Sophie Houle-Drapeau. Aux réseaux sociaux, Darren Majeski, Félix. À l'équipement audio, Sergio Travaglione de Musique Red One. La productrice est Constance Saint-Pierre qui s'occupe aussi de la gestion, du marketing et de la direction générale. Ce balado est une production Rivercast Media SA et rappelez-vous, tout est question de preuve.